Bienvenue à tous, on se rejoint pour un nouveau live Twitch consacré à l'expatriation et l'expérience internationale. Nous allons explorer ensemble les avantages, les défis, mais aussi les opportunités de l'expérience à l'international, que ce soit dans le cadre de programmes d'échange ou d'études dans les pays étrangers. Nous accueillons des étudiants ayant pris part à Humacité, ainsi que d'autres ayant vécu une expérience à l'international. Avant de commencer, nous allons quand même vous éclairer sur ces deux dispositifs proposés par Excelia. D'une part, l'Humacité, qui est un dispositif qui est spécifique à Excelia, qui permet à tous les étudiants de s'engager dans une vie associative dans le monde ou même en France. Ce sont des actions en général auprès de personnes en difficulté et c'est une activité du coup sociale à travers un accompagnement ou aussi des animations. De l'autre part, l'expatriation, qui est aussi une spécificité d'Excelia, qui a une durée de 6 mois ou une année complète, cela dépend des programmes. Dans plus de 230 universités partenaires, les étudiants peuvent se rendre et découvrir de nouveaux environnements académiques, linguistiques et culturels. Donc je vais laisser mes invités se présenter un à un. Je vais commencer par toi, Tom. Donc, je m'appelle Tom, je suis en tourisme à Excelia. J'ai 21 ans et je suis parti en expatriation en Arizona pendant 6 mois. D'accord. Donc bonjour, moi je m'appelle Jade, je suis en BBA international et je suis partie à Zanzibar donc pendant 3 mois en mission Humacité. Du coup, moi je m'appelle Shai, je suis en Bachelor Business 3e année et je suis parti au Pérou pour faire ma mission humanitaire, donc Humacité, pendant 3 mois dans une association qui s'appelle Munaiwasi. D'accord, merci Shai. Et du coup, moi c'est Pierre, je vais essayer d'animer ce live et j'ai aussi eu l'opportunité de faire une mission humanitaire grâce à Excelia l'an dernier en Afrique du Sud. Je suis dans le programme BBA 2 du coup et j'ai réussi à décrocher cette mission humanitaire en Afrique du Sud dans la ville de Cape Town dans l'association Leaders of Love qui permet d'aider tous les sans-abri qu'il y a à Cape Town à travers la distribution de repas, mais aussi la distribution de vêtements, à travers aussi des aides d'infrastructure, etc. Pour pas que les mendiants dorment tous les soirs dehors. C'est important pour eux de vraiment tendre la main à ces personnes en difficulté. Pourquoi je suis parti là-bas? Premièrement, je pense que c'est une ville qui me plaisait beaucoup, de par le fait aussi que ma passion est le rugby et que c'est une ville beaucoup portée sur le rugby où il y a une vraie passion et un vrai engouement autour du sport. Et du coup, j'ai trouvé cette association grâce à Qui était où à Excelia. Et il s'avère que c'est un ami à moi qui était dans la même association. Et il a pu me conseiller, me raconter toutes les démarches et me permettre de rejoindre cette association. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? À part que ça a été une expérience super enrichissante pour moi, d'un point de vue humain, de comprendre la culture d'un pays qui n'est pas du tout la même que la nôtre. L'hémisphère sud, c'est complètement différent. Moi, j'y suis allé pendant la période d'été en France, mais là, il faisait pas du tout les mêmes conditions en Afrique du Sud. Il faisait froid, il pleuvait très souvent, etc. Et de voir ces personnes dans la rue démunies, à côté d'une inégalité qui est assez frappante dans ce pays, cela a vraiment bouleversé pas mal, je pense, ma vie d'étudiant et m'a permis de comprendre le monde dans lequel on vit, je pense, aujourd'hui. Vous, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de partir faire cette mission humanitaire? Toi, Jade. Moi, j'ai toujours voulu faire une mission humanitaire et c'est vrai que avec Excelia, on a cette opportunité, donc je l'ai saisie. Et c'était important pour moi de voir ce côté et de partir pas que en tant que touriste. Voilà. Moi, pour rebondir par rapport à ce que vient de dire Jade, c'est que pour le coup, une mission humanitaire, il y a plein de gens qui ont envie de la faire et on n'a pas forcément le temps après nos études ou même pendant nos études de le faire. Et c'est vrai que grâce à Excelia, j'ai pu faire ça. Et pour moi, ça a été un apport énorme.
Et si j'avais été ailleurs, j'aurais pas forcément pu le faire. En général, on finit nos études, on enchaîne directement avec le travail. Et le fait d'avoir pu faire ça dans mon cursus, c'était quelque chose de super. J'ai découvert plein de choses là-bas. Je ne m'attendais pas du tout à découvrir ce que j'ai vécu là-bas. C'est vrai qu'en France, de manière globale, on est quand même assez privilégié. En partant là-bas, j'ai découvert que il n'y avait pas forcément de l'eau potable partout. On peut se dire qu'au Pérou, en voyant des villes comme Lima, que tout le monde a le même confort que nous. Mais j'étais vraiment au milieu de la cordillère des Andes et là-bas, ils n'ont pas d'eau potable, pas d'eau toute la journée et encore moins de l'eau chaude, c'est même pas pensable. Donc c'est vrai qu'on découvre beaucoup de choses, on redescend sur Terre et voilà, ça a été un apport énorme. C'est vrai. Et pour vous, enfin, vous faisiez quoi en fait au sein de l'association? Quelles étaient les principales missions de vos associations? Vas-y, je te demande. Dans mon association, c'est une association à la base qui est pour de l'aide à l'enfance. Donc c'est vraiment perdu dans la cordillère des Andes. Donc c'est un endroit où on vient cultiver des potagers pour les enfants du coin, de la ville, qui s'appelle Andahuaylas. Et il y a aussi une bibliothèque dans l'école, où on accueille les enfants du quartier pour les aider à lire, apprendre des livres et faire un petit peu garderie. Donc il y a tout cet aspect-là dans l'association, dans l'enceinte de l'association. Mais aussi on allait dans des orphelinats, dans des écoles pour aller au soutien d'enseignants et même pour occuper les enfants qui n'ont pas forcément le même quotidien que nous. J'ai pu aller dans un orphelinat où c'était pas forcément très drôle, hein, c'est avec des enfants grands brûlés, mais à la fois ça ouvre les yeux et on se dit qu'on a beaucoup de chance et que c'est aussi important de pouvoir faire une mission comme ça et de donner de sa personne pour ces gens qui en ont besoin. Et toi, Jeanne? Et moi, donc, je suis partie pareil pour l'aide à l'enfance. Donc, je suis partie dans une école au nord de Zanzibar. Et donc, c'était aussi un orphelinat. Donc, on accueillait les enfants. Et donc, on les accompagnait, etc. Je leur donnais des cours. Enfin, j'aidais la professeure. On donnait des cours, même on faisait de la prévention. Parce que c'est vrai que là-bas, ils ne savent pas tout ce qui est les maladies, etc. Donc, on les accompagnait et on jouait aussi avec eux. Voilà. Okay. Et est-ce que durant parce que c'est souvent une question qui revient, par exemple, pour moi, ma mission en Afrique du Sud, la première question qu'on me posait, c'est mais pourquoi tu es là-bas, c'est un pays dangereux, etc. et tout. Est-ce que on vous a fait la réflexion est-ce que même là-bas, vous avez senti le sentiment que vous n'étiez pas forcément invité dans ce pays-là ou il y a une bonne intégration? Alors moi, j'ai jamais senti l'insécurité à Zanzibar, malgré que je sois dans des bidonvilles, des quartiers un petit peu pas très aisés. Je me suis jamais sentie en insécurité, même dans des situations un petit peu délicates. Pourtant, je suis une femme et ça s'est toujours très très bien passé. Faut pas se mettre dans des situations un petit peu bourbier, mais pour moi, tout s'est très très bien passé niveau sécurité. Pour ma part, c'était un peu différent parce que en Amérique du Sud, surtout là où j'étais, c'est un endroit où ils ne voient jamais de touristes, jamais de personnes blanches. Et c'est vrai que y avait des moments où on pouvait paraître pour une attraction, les gens voulaient se faire prendre en photo avec nous parce qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de nous voir. Surtout, j'étais avec un ami à moi qui est quasiment roux. Et c'est vrai que des grands blonds blancs, ils n'en avaient pas forcément beaucoup vu. Et pour le coup, c'était un peu différent. Et pour l'aspect sécurité, nous, on savait qu'on ne pouvait pas aller n'importe où dans le pays au Pérou, sachant qu'il y avait des micro-guerres civiles par endroit. Donc ça avait été bien dicté par l'école. On savait qu'on ne devait pas aller dans certaines zones et c'était aussi fait avec France Diplomatie. Donc tout était bien dicté et on respectait à la lettre ce qui avait été dit. Donc on n'a pas eu de soucis, mais voilà. Okay. Moi, pour les gens qui peuvent se questionner sur le live, l'Afrique du Sud, d'un point de vue extérieur, oui, c'est dangereux parce que y a les townships, il y a les personnes vraiment qui n'ont rien du tout, qui vivent sous des tôles et qui pourraient donner leur vie pour essayer d'avoir une vie meilleure. Mais cette partie-là, on la côtoie pas trop. Et si on la côtoie avec des gens qui sont locaux, qui connaissent plus ou moins ces gens-là et qui savent que ces gens-là, ils viennent pour les aider, donc ils n'auront pas un comportement mauvais envers eux en tout cas. En tout cas, moi, j'ai vraiment jamais ressenti ce sentiment d'insécurité, même que j'allais à l'association à 10 minutes à pied en travail. Mais pas de souci, je traversais des sortes de bidonvilles, etc. Mais il n'y avait vraiment jamais un souci
par rapport à ça. Juste, il faut faire un peu attention la nuit, de ne pas rôder dans les villes, etc. Mais sinon, c'est vraiment une ville que je recommande, en tout cas en mission humanitaire, et qui serait sympa, enfin, je pense pour vous, de découvrir. Du coup, on va voir maintenant pour les questions sur l'expatriation. Tom, est-ce que toi, tu peux nous raconter déjà ton expérience en expatriation je crois que c'est aux États-Unis, c'est ça? C'est ça. Donc j'étais en Arizona, dans l'université qui s'appelle Nelson Arizona University. Et j'ai vraiment bien aimé mon expérience. J'y suis resté d'un petit moment. Donc, c'était vraiment très différent de la France et c'est surtout ça que j'ai bien aimé, découvrir une nouvelle culture américaine. Et vraiment que ce soit, même au niveau des cours, c'était très différent de la France et c'est surtout ça que j'ai bien aimé, vraiment avoir une nouvelle façon d'apprendre que j'avais pas forcément en France. Et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses que je pensais pas pouvoir apprendre en France de la même manière. En tout cas. Et du coup, les cours étaient en anglais, c'est ça? Tous les cours étaient évidemment en anglais. Voilà. Donc c'était ça, il y avait quelques difficultés au début pour s'adapter à l'accent et tout ça, mais assez rapidement, au bout de 2 semaines, après ça allait tranquillement et il n'y avait pas de souci pour prendre des notes ou voilà. Mais ça peut faire un peu peur comme ça de partir surtout aux États-Unis, dans un autre continent, etc. et tout. Et toi, tu as super bien vécu ça, du coup, est-ce qu'on t'a accueilli là-bas? Ouais, on m'a très bien accueilli pendant la première semaine, voire les 2 premières semaines où c'est très calme, tout le monde est très gentil avec tout, on vient de parler et tout ça. Et ouais, c'était pas dangereux, mais ça fait assez peur de partir comme ça pendant 6 mois seul à l'autre bout du monde. Bon, j'étais jamais parti aussi loin tout seul, évidemment, donc ça m'a bien choqué au début. Mais au fur et à mesure, j'ai pris mes marques, j'ai su comment m'adapter à cet endroit et ça s'est très bien passé. Est-ce que tu peux raconter aux personnes qui sont sur Twitch Oui. comment on fait la démarche? Est-ce que c'était ton premier choix? Comment ça s'est passé? Alors, il faut faire une liste de 5 choix. Et moi, je me suis renseigné sur qui était où, donc sur la liste de tous ceux qui étaient partis en expatriation avant moi. Et j'ai fait une liste de tous les endroits que j'aimerais aller, qui correspondent à mes envies au niveau études, les pays que j'avais aussi envie de découvrir. Et voilà. Et j'ai aussi fait en fonction de mon score au TOEFL, parce qu'en fonction du score au TOEFL qu'on obtient, on ne peut pas partir dans tous les pays. Donc les États-Unis, c'était pas mon premier choix. Donc j'avais fait 3 choix avant. Et il y en a un, je peux plus aller à Londres à cause d'un TOEFL, où j'avais un niveau trop bas. Et le deuxième qui était en Norvège, j'ai pas voulu y aller parce que c'était pas ce qui me correspondait au niveau études, surtout. Donc j'ai choisi ma troisième option qui était les États-Unis, qui me correspondait plus, parce que c'était de l'hôtellerie pure et dure. Ok. Et du coup, c'était plus intéressant. Ok. Et pour toi, s'il fallait citer vraiment une différence notable entre l'école d'Excelia et l'école de Nao là-bas, en Arizona? Une grande différence, c'est je veux dire, l'accompagnement des profs. Là-bas, les profs, ils viennent te voir un par un, peu importe si ça prend 1 heure ou 5 minutes. Ils viennent te voir, ils t'expliquent le cours presque individuellement. S'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, tu peux aller les voir n'importe quand dans la journée, discuter avec eux. Ils sont toujours très contents d'aider des étudiants, que ce soit locaux ou internationaux. Et ouais, je pense que c'est ça la plus grande différence surtout. Ok. Et est-ce que tu as réussi à, je sais pas si c'est un peu pareil, mais je pense que c'est la même chose, à t'insérer dans la vie associative là-bas, etc. Parce que quand je vois, par exemple là, à La Rochelle, on n'en voit pas trop, que ce soit dans les clubs du BDS, etc. et tout. Ils ont souvent un peu de mal à passer la porte des associations pour faire un sport, une activité avec les locaux, si on peut dire. Là-bas, il y avait une journée entière où il n'y avait pas de cours. C'était entièrement dédié pour découvrir toutes les associations qu'il y avait sur place. Donc il y avait beaucoup d'associations, il y avait une bonne cinquantaine d'associations qui comprenaient tout, que ce soit du sport, de la musique, des randonnées, de l'aventure. Il y avait absolument de tout, pour tous les goûts. Et moi j'avais choisi du coup une association qui faisait du tennis, parce que j'étais un grand fan de tennis. Et du coup voilà, j'ai très bien
J'ai très adoré cette expérience. J'étais avec des locaux, donc, beaucoup de locaux, donc, très sympa, très gentils. Et voilà. Et quelques internationaux aussi qui voulaient faire la même chose. Et ça s'est très bien passé avec eux aussi. Ok, ok. Et du coup, là, c'est une question un peu plus générale. Quand vous êtes allé dans ces pays, est-ce qu'il y a eu vraiment un choc culturel pour vous? Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus fascinant ou le plus troublant dans vos manières de faire? Tom, tu peux commencer. Bah, pour moi, je dirais que c'était surtout au niveau d'échelle. Parce qu'en France, c'est relativement assez petit pour se déplacer, c'est assez simple. Là-bas, quand tu veux faire quelque chose, c'est plusieurs heures de route minimum pour y aller. Donc c'était assez compliqué de faire des choses sans rater de cours et voilà, donc tu vas les faire pendant les vacances, les week-ends et essayer de trouver un petit temps. Mais ouais, c'est surtout là-bas, tout est plus grand, plus long et tout ça. Ok. Et pour toi, Jade? Moi, c'est la tranquillité. C'est vrai que à La Rochelle, enfin même en France, on peut peut-être être dans le speed tout le temps, etc. Et c'est vrai qu'à Zanzibar, j'ai retrouvé un mode de vie sain, enfin serein, tranquille. Et voilà, je trouvais que ça avait une différence entre la France. Après, moi, j'ai vraiment vu deux côtés, un peu au Pérou. Un côté qui était un peu négatif, mais dû à un manque d'accompagnement aussi aux populations, que ça soit sur un côté sur l'environnement, où ils ont très peu de connaissances par rapport à l'environnement, peu de sensibilisation est faite. Du coup, j'ai pris des minibus avec des grands-mères qui venaient de manger une pastèque et qui jetaient le sac plastique directement par la fenêtre, sauf que ça tombe dans des champs qu'eux-mêmes cultivent, et c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément cette connaissance-là, et surtout cet accompagnement-là par rapport à l'écologie, au tri, et nous, même dans l'association qui était vraiment, c'était dans une enceinte bien fermée, on pouvait bêcher pour faire le potager, et on retrouvait plein de plastique, de caoutchouc, de déchets. Et c'est vrai que moi j'ai vraiment découvert ce côté-là au Pérou, où je me suis dit c'est un peu les descendants des Incas qui étaient très proches de la nature, et de me dire qu'ils avaient un peu perdu ça avec l'arrivée des Espagnols. Pour le coup, je trouvais ça vraiment dommage. Et il y avait ce côté-là environnement, et aussi pour l'aspect social et médecine, où typiquement les enfants là-bas, pour ce qui est hygiène bucco-dentaire, il n'y a pas forcément l'accompagnement des écoles, tout ça. J'ai vu des enfants de 3 ans qui avaient les dents noires ou moitié cassées, mais par manque de moyens, parce que là-bas, une brosse à dents ça coûte cher, du dentifrice ça coûte encore plus cher, et sachant qu'ils sont beaucoup d'enfants dans la famille, ils prenaient le parti pris de se dire on attend que les dents les tombent, et ensuite on verra pour acheter. Donc c'est vrai que c'est un peu malheureux de voir des enfants de 3 ans avec les dents noires, et il y a un peu ce manque de sensibilisation là. Donc, mais par contre, en revanche, la nature là-bas est grandiose, les gens sont hyper accueillants, et j'ai vraiment été impressionné par la culture inca du pays, et aussi tout ce que j'ai pu voir. Le Pérou, c'est un pays où il y a à la fois du désert avec des grandes dunes de sable, les parties hautes montagnes avec des sommets à plus de 5000 mètres comme la montagne de cette couleur, mais aussi toute une partie jungle. Donc on retrouve vraiment trois biotopes dans ce pays, et suivant les biotopes, les populations n'ont pas les mêmes comportements, et pas du tout les mêmes idées, donc c'était hyper intéressant. Et moi, par rapport à l'Afrique du Sud, moi ce que j'ai trouvé le plus intéressant et le plus remarquable, c'est que les personnes dans la rue, elles baissent pas les bras, et elles gardent espoir, et elles font vraiment tout pour essayer d'aller mieux. Nous, on donnait quand même 600 repas tous les midis qu'on cuisinait le matin même à ces mendiants. Et du coup, c'est super intéressant de parler avec eux pendant même le repas, où ils se mettent sur le trottoir, etc. et tout, et voir que ils ont rien, mais vraiment rien, et c'est pas comme les mendiants qu'on peut voir en France. Là, déjà, ça fait beaucoup de peine, mais c'est encore plus rien du tout. Et ces personnes, elles viennent quand même te voir en souriant, et en essayant de chercher un réconfort, en fait. Et c'est ça qui est assez remarquable. C'est vrai qu'il y avait, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, il y avait vraiment un échange. Il n'y avait pas vous êtes des locaux ou des touristes, on peut pas, et nous, des touristes, on peut pas échanger. Nous, il y a vraiment eu un partage, et c'était hyper
hyper bien de pouvoir communiquer avec eux et qu'il n'y ait pas cette barrière-là. Ouais, je suis entièrement d'accord. Je suis arrivé là-bas et je parlais pas du tout espagnol, donc c'est vrai que c'est un pays hispanique. J'avais fait allemand en première langue et j'ai pu partir là-bas. Et ce qui est étonnant, c'est que là-bas au Pérou, ils parlent pas tous espagnol. Là où j'étais, il y en a plein qui parlent quechua et les quechua parlent pas forcément avec les espagnols, mais ils arrivent à se comprendre à travers des gestes, puis même l'entraide. Donc même s'ils parlent pas la même langue, ils s'entraident. Et nous, on a pu vraiment bien s'intégrer. Enfin, les deux amis avec qui j'étais partis, eux parlaient espagnol. Moi, du coup, j'ai découvert sur place. Je suis reparti de là-bas en parlant. Donc ça, déjà, ça a été un gain énorme. Et puis même là-bas, on était vraiment accompagnés, que ce soit avec les travailleurs, on construisait des maisons, des cuisines chez des gens. Et on a vraiment réussi à s'intégrer. Et c'est pas parce qu'on était étrangers, qu'on parlait pas forcément la langue, qu'ils nous ont pas accueillis. Et aussi les maîtresses d'école qui étaient vraiment dans l'accompagnement avec nous et qui étaient vraiment heureux de travailler avec nous. Et c'était quand même beau de voir que malgré un peu ces barrières, on a pu faire plein de choses et avancer ensemble. C'est ça qui est vachement intéressant dans ces expériences. Maintenant, Tom, peut-être que tu pourrais nous dire si tu as vraiment eu un obstacle ou un défi que tu as rencontré durant cette expérience, ou vraiment tout s'est déroulé plutôt comme tu le pensais, et peut-être que c'est ta première expérience des premiers jours qui a été difficile. Ouais, c'était assez c'est difficile les premiers jours parce que je ne connaissais pas mes colocs. Mais j'ai eu de la chance de tomber avec un Français, donc on a pu bien sympathiser assez rapidement. Mais j'étais avec deux autres Japonais, où là c'est vraiment assez différent au niveau de culture, donc on faisait un peu attention à ce qu'on faisait et ce qu'on disait. Mais ça s'est très bien passé. Et aussi, il y avait une difficulté, c'est que quand on est arrivé, l'appartement était vide, donc il fallait tout acheter, il fallait tout acheter, donc ça a été assez long, assez cher, mais on a réussi à le faire et voilà, ça s'est très bien passé au final. Okay. Et pour toi, Jeanne? Pour moi, donc, j'ai une mission humanitaire un petit peu avec plusieurs rebondissements. Donc je suis partie à Zanzibar, comme je vous l'ai dit, et j'avais trouvé donc, cette association par moi-même. Et une fois arrivée sur place, c'est vrai que l'école, c'était pas les mêmes valeurs par rapport à moi. Moi, je voulais vraiment aider. Là, c'était plutôt du volontourisme et je voulais pas du tout faire ça. Donc j'ai décidé de partir et je me suis un petit peu retrouvée livrée par moi-même, malgré l'accompagnement d'Excelia, et avec mes rencontres, etc., que j'ai fait sur place. C'est vrai que j'ai pu retrouver un logement assez facilement et une association qui avait les mêmes valeurs que moi, et j'ai pu vraiment m'épanouir dans la deuxième partie de ma mission humanitaire. Et ça a vraiment été bénéfique. Et pour toi, Chérie? Pour moi, le changement a été énorme, entre le confort qu'on peut avoir en France et quand je suis arrivé là-bas. C'est vrai qu'on réapprend un peu tout. Là-bas, déjà, on n'avait pas d'eau toute la journée, pas d'eau potable, donc c'est apprendre à se dire, tiens, l'eau, je la bois pas directement, je la fais bouillir, ou je mets des pastilles de chlore, et typiquement, le linge, là-bas, on le fait à la main. Donc pendant mes 3 mois, j'ai fait mon linge à la main avec de la brosse, du savon, et on réapprend un peu tout ça, et au final, c'était pas plus mal. Je me suis vraiment reconnecté avec un peu tout, déconnecté des réseaux. On n'avait pas trop de réseaux là-bas, et c'est vrai que c'est des systèmes qui sont vraiment différents. Et pour le coup, tous les week-ends, on partait faire des grandes randonnées avec les 2 personnes avec qui je suis parti, monter à 4000 mètres d'altitude. On se dit c'est quasiment la hauteur du Mont Blanc. On est monté à plus de 5000 mètres, donc c'est vrai que c'était des beaux périples. Et on se disait on prend le sac à dos, on monte dans la montagne, et on regardait un des sommets, on disait aujourd'hui on monte celui-là, et donc on faisait une grande rando, on partait le matin et on rentrait le soir au coucher du soleil. Donc franchement, reconnexion à mort. C'est drôle ce que tu dis, parce que moi aussi, il s'avère que le PDG de cette association adorait monter sur Table Mountain, sur la Z qui entoure du coup toute la ville. Et tous les week-ends, ils nous prenaient, on était du coup 3, et ils nous prenaient, on montait, on faisait les couchers de soleil, on levait de soleil. C'est des expériences qui étaient en dehors de l'assaut, mais où on pouvait du coup se livrer à lui, parler un peu de tout, et même lui partager notre expérience en tant que Français, notre vie, etc. Il comprenait pas tout en fait, parce que il y a des choses qui paraissent normales pour nous et qui sont assez étrangères à eux, et qui sont assez troublantes parce que en fait c'est pas aussi anodin que pour nous dans la vie de tous les jours. Et
Mais pour rebondir à ce que tu dis, nous, c'est vrai qu'on a eu la chance. Il y a un médecin qui intervenait dans l'association, qui avait pour le coup travaillé en Irlande, qui avait fait les États-Unis, Cuba, et qui avait beaucoup voyagé dans le monde, contrairement aux gens du village. C'était vraiment la seule personne qui avait bougé. Et maintenant, donc, il venait une fois par semaine s'occuper des enfants dans l'asso. Et il a vraiment pris un temps pour nous expliquer, on a fait une petite rando avec lui, et chaque plante, il nous disait les vertus médicinales de telle ou telle plante, qu'on pouvait faire du thé avec de la menthe sauvage. Il nous a montré vraiment tout ça. Et enfin, pour le coup, ce partage d'échanges, ça a été énorme, et c'est vrai que c'est un gain énorme. Et lui qui a pu vraiment voir un peu partout dans le monde, on pouvait discuter avec lui de choses qu'on n'a pas forcément pu discuter avec d'autres personnes de l'asso. Et certes, c'était un externe, mais on a appris tellement, et c'était très intéressant. Et est-ce que pour vous, du coup, il y a un moment qui... bon, ça se rejoint un peu, mais un moment qui vous a vraiment touché, et, je sais pas, une relation avec une personne où vous êtes remis un peu votre façon d'être en cause, où vous vous êtes posé un peu des questions sur votre passé et sur votre futur dans, par exemple, vos actions, ou, par exemple, pour les personnes qui ont fait Imacité, est-ce que plus tard, vous allez avoir envie de rejoindre une association, faire de l'humanitaire ou autre chose, mais essayer de donner son temps pour les gens. Enfin, je pense que c'est ce qu'on a fait durant 3 mois. Et essayer de gommer certaines parts d'inégalité dans le monde dans votre vie. C'est vrai que moi j'avais rencontré donc un pêcheur. Et j'ai beaucoup discuté avec lui parce qu'il souhaitait apprendre le français. Donc je venais avec lui pêcher, etc. Et en contrepartie, donc je lui apprenais le français. Et on a beaucoup discuté. C'est vrai qu'il m'a touchée. Et moi, la mission humanitaire, elle a vraiment changé ma vision de voir les choses. Et maintenant, c'est vrai que je me rapproche plutôt... je tourne ma carrière professionnelle vers un domaine plutôt humanitaire. Je veux faire aussi ma mission Climacité donc à l'étranger. Et je souhaite faire d'autres missions humanitaires par la suite. Et voilà, pourquoi pas travailler à l'ONU, etc. Mais c'est vrai que j'ai totalement changé. Avant, j'étais plutôt dans le domaine donc de la mode. Et là, je pense qu'il y en a pas mal dans ton cas. Et du coup, avec ce pêcheur, tu parlais quelle langue ? Alors, on parlait un peu Swahili, c'est la langue de là-bas, un peu anglais et français. Okay. Mais ils connaissent quelques mots d'anglais parce qu'il y avait quelques touristes. Mais sinon, c'était beaucoup avec les mains. Enfin, on essayait de se débrouiller comme on pouvait. Okay. Et toi, Tom, cette expatriation, est-ce que ça t'a donné envie de vivre aux États-Unis ou même, est-ce que t'as aimé leur culture, leur façon de vivre ? Ouais, j'ai bien aimé leur culture. Ça ressemblait pas mal à ce qu'on voyait sur les films. Donc, je me revoyais dans certains trucs. Mais ouais, c'était très intéressant et oui, ça m'a donné de vivre, peut-être pas aux États-Unis parce que c'est assez loin de la famille, des amis, mais oui, ça m'a donné envie encore plus de vivre à l'étranger après mes études, ça c'est sûr. Est-ce que tu as trouvé que, parce que souvent on dit que les pays anglo-saxons sont beaucoup plus ouverts, par exemple, moi je sais que quand je suis parti à Cape Town, on m'a tout de suite vite accueilli, on sort, on rencontre vite des gens, etc. et tout. Je sais que c'est peut-être pas pareil en France. Est-ce que pour toi c'était vraiment, t'as ressenti ça ou tu as senti quand même un peu de méfiance envers les expatriés ? Non, ça allait globalement. Tous les Américains que j'ai rencontrés, les internationaux aussi, tout le monde était bienveillant envers tout le monde parce qu'on était tous là. Et même les Américains étaient pas forcément de l'Arizona, donc eux aussi ils avaient voyagé, ils connaissaient pas l'endroit. Donc on avait tous ce point commun on connaît personne, on connaît pas l'endroit, donc on va tous s'entraider à passer ça, quoi. Donc non, ça s'est très bien passé pour rencontrer du monde, il n'y a pas eu de soucis sur ça. Et toi, tu as une expérience à raconter ? Pour le coup, moi ça a été un peu oui et non, sur le fait que en partant là-bas, j'ai découvert plein de choses. Et ça m'a un peu rassuré sur le fait que en France, on est quand même très chanceux. Et oui, partir à l'étranger pour pouvoir faire pour le travail ou pour même pouvoir aider sur des missions humanitaires comme ça. Mais c'est vrai que moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait qu'on est très très chanceux en France. C'est vrai. C'est vrai que refaire son linge à la main, on se dit c'est repartir en arrière. Mais moi, j'ai tellement appris là-bas et ça m'a tellement rassuré sur le fait que je me sentais très bien en France, on était chanceux et que je me voyais faire ma carrière en France, mais pour le coup aussi partir de temps en temps aider
et pouvoir apporter ce que je sais ou même de ma personne là-bas. Ok. Et on sait que c'est un sujet qui est assez important quand on part comme ça à l'étranger. Le fait de se nourrir, le fait de se loger, le fait du coup de ne pas se retrouver seul, enfermé dans un autre pays. Est-ce que pour toi, Tom, tu as eu des problèmes du coup pour le logement, la nourriture, etc. Non, ça allait, parce que le logement, j'étais logé directement sur le campus. Il y a plein d'endroits, d'appartements sur le campus, donc il n'y avait pas de souci sur ça. Même si au début, j'avais cherché un peu à l'extérieur pour être plus mobile, mais au final, je me suis rebattu sur le campus à cause des prix surtout. Mais non, ça allait. Et concernant la nourriture, il y avait plusieurs choix. C'était soit tu payais une certaine somme et tu mangeais au restaurant du campus tous les jours, soit tu faisais tes petites courses toi-même et tu t'achetais ce que tu voulais dans le petit Carrefour, enfin l'équivalent de Carrefour là-bas. Et moi j'avais choisi cette option-là parce que je voulais être vraiment dépendant sur ce que je voulais manger, et voilà. Donc ça m'a plus... Et pour que les personnes sur le live se rendent compte un peu, tu dis que c'était un peu cher les logements, et par rapport à la France, tu situerais ça comment? Par rapport en France, je dirais un petit peu plus cher, mais pas une très grande différence. Ok. C'est un poil plus cher. Pour le logement et pour la nourriture? Surtout pour le logement. Ok. La nourriture, c'est le même prix, à quelques euros près, enfin l'équivalent d'euros près. Mais ouais, le logement, c'est plus cher, mais pas non plus une somme astronomique, quoi. Et pour toi, du coup, Donc moi j'avais trouvé mon logement grâce à mon association, et donc par la suite quand je suis partie grâce à des gens que j'avais rencontrés sur place, des gens d'Excelia. Et par rapport à la nourriture, c'est vrai que on mange beaucoup de fruits, de légumes, c'est pas des aliments transformés. C'était à base de riz, des œufs, avocats et tous les fruits. Donc j'ai perdu beaucoup de poids. Mais ça s'est très bien passé, c'était pas du tout cher pour se nourrir. Ouais. Et après, dans le logement, on n'avait pas beaucoup d'eau. Donc pareil, des fois je me lavais avec l'eau de pluie, mais c'est pas grave. C'est pareil, pas de wifi, l'électricité qui saute. Mais tout ça, comme on a dit, ça nous remet un peu les pieds sur terre, et ça permet aussi de se recentrer sur soi-même. Ouais. Et donc voilà, c'est très très bénéfique. Ok. Et quand tu dis que du coup t'as pas de problème pour te nourrir et tout, mais t'as quand même perdu du poids, etc. Ouais. et tout, t'as pas quand même eu de maladie ou, Non. Non, du Ouais. tout, non. Je pense qu'on mange beaucoup d'aliments peut-être sans le vouloir en France, un peu Ouais. chimiques, transformés. C'est par habitude. Et là, vraiment, on revient aux bases, quoi. Donc, on va chercher son petit riz dans un petit sac, et puis c'est tout, quoi. Et toi, Shai? Et nous, du coup, on était hébergés dans l'association, donc on avait vraiment un grand dortoir, parce que justement, les gens de la montagne redescendaient à certaines semaines pour pouvoir faire leurs courses en ville, pour ensuite remonter. Et c'est vrai que du coup, dans l'hébergement, il y avait plein de petites chambres avec des lits superposés, donc nous, il n'y avait personne à ce moment-là, donc on pouvait y dormir, ça posait aucun souci, on avait notre petite cuisine, et on allait faire nos courses, donc les courses là-bas, ça coûtait vraiment pas cher. On achetait des pâtes. Il fallait juste faire attention à la viande parce que forcément elle est moins bien conservée, la chaîne du froid elle n'est pas forcément respectée, donc on faisait bien cuire la viande, et aussi on limitait, on essayait de pas acheter directement les gens qui faisaient à manger dans la rue, parce qu'on ne sait pas forcément comment c'était fait, et tout ce qui était fruits frais, tout ça, et viande dans la rue, on évitait au maximum. Et ça n'a pas empêché que l'un de nous trois ait attrapé la tourista, qui lui a un peu ruiné une partie de son séjour, enfin 2-3 jours. Mais bon, on avait les médicaments, tout ça. Mais sinon, ouais, pas grand-chose. Et par contre, on a mangé plein de choses très bonnes et différentes. Typiquement, on a mangé de l'alpaga, donc, ce qui n'est pas forcément très courant. Mais on n'a pas tenté le cochon d'Inde, qui est quand même la spécialité péruvienne. Et du coup, pour le logement, c'est du coup directement de l'association qui s'occupe Ouais, de c'est tout ça. Ils vont leur donner une partie, une partie minime de sous, et pour être hébergé les 3 mois. Donc, Ok. Et le fait de dormir comme ça dans un dortoir et tout, t'as trouvé ça... c'était donc Parce que nous, on était pas l'hiver d'intimité là-bas. et tout. Après, moi, c'était pas très dérangeant. J'étais avec du coup deux amis, donc c'était pas trop dérangeant. Juste, on y était l'hiver là-bas. Donc l'hiver, en altitude, le soleil chauffe pas mal, donc il n'y a pas de neige. Par contre, la journée, on pouvait être en t-shirt. Par contre, la nuit, les températures descendaient bien. Donc on avait des grosses couvertures en laine
en laine d'alpaga, mais ça l'a fait et ça, ouais, C'est plutôt bien passé. Et du coup, pour les logements, du coup, vous avez fait. Enfin, toi, c'est vraiment par rapport du coup, à l'université. Ouais. Et toi, Jade, tu as du coup, t'as dû faire toute seule. Donc j'ai trouvé, comme dit, mon logement avec mon association au début. Et après, donc j'ai trouvé, j'habitais chez des étudiants d'Excelia que j'avais retrouvé, qui étaient dans mon village, je vais y arriver. Et après, comme les prix des logements étaient vraiment à faible coût à Zanzibar, j'ai trouvé un logement vraiment pas très cher dans une petite ville à Pagi. Ok. Ouais. Et comme on a pu parler tout à l'heure du niveau de la langue qui est quand même assez important quand on veut s'insérer dans la culture du pays. Bah toi Tom, du coup t'as pas eu trop de mal, même si c'était des Japonais avec toi dans la chambre? Ouais. Non, ça allait parce qu'on parlait tous anglais, parce qu'on voulait tous améliorer notre anglais. C'était aussi pour ça qu'on était partis là-bas. Donc non, il n'y avait pas de difficulté. On essayait de leur apprendre un peu le français, ils ont essayé un peu de nous apprendre le japonais. On a eu du mal, mais c'était marrant. Et puis ça nous a permis d'apprendre des choses aussi sur leur pays, comme ça. C'est vrai, la langue transmet pas mal sur l'identité et l'histoire du pays. Et toi Jade, du coup Nous on parlait en anglais et après en swahili un petit peu, etc. Ok. Et du coup, Ouais, qui avait des bases c'est ça, d'allemand. allemand première langue, même à mon arrivée avec Célia en première, deuxième année. Et ensuite, du coup, je suis arrivé là-bas en pensant pouvoir parler un peu anglais avec les gens que je croiserais. Mais les gens parlent bien anglais, mais surtout à la capitale, à Lima. Et au final, j'ai appris l'espagnol aussi, même avec une application sur mon téléphone où tous les soirs, je faisais une demi-heure, 1 heure d'espagnol. Et donc, j'ai appris comme ça au fur et à mesure en discutant avec les gens. Et au final, j'en ressors grandi parce que maintenant, je parle espagnol, donc c'est quand même un gros plus. Mais c'est vrai qu'à la base, je pensais que ça serait un peu différent. Et j'ai appris quelques mots de quechua, mais c'est pas encore ça. Mais c'est ton choix de base de partir au Pérou ou c'est tes amis qui t'ont convaincu d'aller là-bas? C'était une grosse discussion, on avait réfléchi à plusieurs pays, typiquement l'Afrique du Sud. Et au final, le frère d'un étant déjà parti dans cet assaut, il nous l'a vraiment conseillé et on s'est dit pourquoi pas. Et au final, l'espagnol étant très proche du français, c'est vrai que j'ai pas eu trop de mal à m'y faire. Et je regrette pas du tout ce choix. L'Amérique du Sud, c'est vraiment autre chose, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en termes de culture. Donc, Ouais, ça allait être ma question. Si vous deviez refaire une mission humanitaire, est-ce que vous continuerez dans la même asso parce que du coup vous avez déjà peut-être vos habitudes, parce que vous êtes déjà beaucoup réfléchi après votre séjour là-bas à qu'est-ce que vous pourriez faire pour les aider, ou vous découvrirez un autre pays? Moi je pense que je découvrirai un autre pays parce que Zanzibar, j'ai aidé comme j'ai pu, etc. Mais je sais qu'ils reçoivent pas mal de volontaires, donc je préférerais m'épanouir dans une autre association et aider d'autres personnes. Ok. Voilà. Et toi, Chérie? Pour moi, je partirais ailleurs, je pense. Découvrir autre chose, découvrir un autre pays, découvrir une autre culture. Et au final, moi, le Pérou, ça m'a quand même marqué. Il y a eu du bon, du moins bon. C'est vrai que ça a été un peu dur l'adaptation au début, sachant que on passe un peu de tout à rien. Au final, j'en sors grandi, mais c'est vrai qu'au départ, c'était pas facile. Et découvrir un pays peut-être plus proche d'une autre en termes de culture, typiquement l'Afrique du Sud, et pouvoir aider d'une manière un peu différente. Je pense que c'est plus des pays comme ça qui me tenteraient pour plus tard. Mais je regrette pas du tout ce choix, et si je devais repartir, oui, je repartirais même au même endroit. D'accord. Pour ma part, je pense que je continuerai avec la même asso parce que on a tissé vraiment des liens forts, que ce soit dans l'entrepôt logistique où on distribuait du coup toute la nourriture aux différentes kitchens qu'il y avait dans la ville de Cape Town, ou quand on allait cuisiner dans la kitchen le matin pour distribuer en début d'après-midi. On a tissé vraiment des liens très forts avec ces personnes, et j'ai gardé contact avec eux, et ça m'a permis de vraiment comprendre et d'essayer d'aider encore, même à distance, à travers des idées,
du coup, en les suivant sur les réseaux, je peux quand même suivre du coup, tout ce qu'ils font, etc. Et je vois qu'ils se développent de plus en plus et ça me fait beaucoup plaisir. Et je pense que c'est les bonnes personnes qui sont là-bas pour aider ces personnes. Et de toute façon, on n'est pas dans une association si on ne le veut pas. Et c'est ça qui est bien parce que dans les entreprises, il y a pas mal de personnes malheureusement qui travaillent parce qu'ils doivent travailler. Alors que dans une association, on donne vraiment de sa volonté je trouve que c'est super beau tout l'humanisme qu'il y a à travers ces expériences de l'humacité. Et du coup, voilà, si ça serait à refaire, je pense que ça serait dans la même asso ou dans une autre asso en tout cas, mais je pense clairement continuer dans cet axe-là et aider les autres, que ce soit dans mon travail futur ou plus tard quand je serai retraité. Après, peut-être qu'on n'a pas étendu le sujet sur le fait de l'expatriation aux États-Unis, parce qu'en fait, on part dans un autre pays, etc. et tout, mais on veut quand même découvrir ce pays. Est-ce que toi, tu as pu découvrir le pays Ouais, j'ai pu découvrir une petite partie du pays, notamment, on va dire, l'ouest de l'Arizona. Donc, je suis allé évidemment au Grand Canyon, qui est pour le coup pas très loin, c'est à peine 1 heure de bus pour y aller. Mais c'était incroyable, c'est un désert à perte de vue. Donc j'ai appris beaucoup de choses aussi sur l'histoire de cette région-là il y a longtemps. Donc c'était très intéressant aussi. Mais c'était quelque chose de magnifique à voir. J'ai également passé un petit week-end à Las Vegas, qui est très, comme on l'imagine, très... il y a de trop, c'est trop, il y a trop d'informations au mètre carré. Tout est très grand, très, très long, très cher. Mais les bâtiments sont magnifiques à voir. Et des fois, le décalage par rapport en France peut être drôle aussi. Et j'ai également fait une petite semaine, 5 jours à Los Angeles. Parce que je voulais vraiment aller là-bas, parce que j'adore cette ville. Et ouais, j'y suis resté 5 jours, j'ai adoré, j'ai fait quasiment tout ce que je voulais faire. Et c'était vraiment incroyable, parce que je revoyais des endroits que j'avais vus dans les films ou des séries ou des jeux vidéo et j'étais c'était là tout ça et vraiment j'avais adoré ça et voilà. Mais j'aurais voulu visiter plus mais j'avais pas beaucoup de temps. Du coup, c'est plutôt facile quand même de bouger à l'intérieur du pays. Ouais, c'est assez facile parce que il y a un aéroport qui a 3 heures de route à Phoenix qui peut servir tous les États-Unis. Et après, il y a une gare là où j'étais qui m'avait emmené par exemple directement à Los Angeles, donc c'était très pratique. Et après, il y a des locations de voitures un petit peu chères, mais c'est assez raisonnable pour si on veut voyager moins loin, on va dire. Et on nous parle souvent des problèmes de visa avec les États-Unis. Est-ce que tu en as rencontré ou Alors, pour le visa, c'était surtout pour le préparer qui a été difficile parce qu'il fallait des documents que j'avais pas forcément sous la main, donc il fallait chercher longtemps et tout ça. Mais une fois que le visa a été fait et que je l'ai reçu, après ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Mais le faire, en plus je me suis pris un petit peu tard, donc c'était un peu dans l'urgence qu'il fallait le faire. Mais ça s'est bien passé, je suis parti, donc j'étais content. Mais ouais, j'aurais dû prendre plus de temps pour le faire. Pour cela, j'ai dû le faire en à peine 1 mois, c'était très dur. Mais voilà, ça s'est bien passé. Et pour toi, Jade, du coup Pour le visa Oui, Oui. pour le visa. Pour le visa, C'était pareil, c'était beaucoup de papiers voilà, à faire, mais sinon, ça s'est fait. Quoi. T'as beaucoup voyagé À Zanzibar ou, à l'intérieur du pays, oui. Ah oui, à l'intérieur du pays, j'ai pas mal visité, parce que c'est quand même grand mais petit à la fois. Enfin, on peut voyager en un week-end. Donc je suis allée à Stone Town, qui est la capitale de Zanzibar. Et c'est vrai qu'en fonction des villages, c'est très différent. Stone Town, il y a beaucoup plus de monde, il y a moins de touristes, c'est très différent. Moi j'étais à Nungwi, après il y a Pagé où il y a aussi beaucoup plus de touristes, c'est plus pour le kite. Et voilà, sinon je vais visiter aussi un petit peu l'intérieur du pays où là c'est beaucoup plus de jungle, de forêt.
Et c'est très intéressant, c'est des paysages vraiment diversifiés. Ok. Et à Zanzibar, souvent on nous parle, enfin moi en tout cas j'ai entendu des problèmes de religion parce qu'ils sont Ouais. vachement musulmans. Et toi en tant que femme, t'as pas rencontré de problème par rapport à ça? Aucun problème. J'ai posé des questions à mon association. Voilà, je suis dans un pays, je souhaite m'adapter. Si jamais je devais faire des choses ou ne pas faire. Mais ils sont très tolérants et ils m'ont il y a 1, 2, 3, 4, ils m'ont à aucun moment imposé une religion. Et voilà, même on a discuté de ça. Et oui, ils sont très très tolérants. Et même, Ok. comme je disais, en tant que femme, j'ai eu aucun problème. Voilà. Toi, Shade, t'as pas mal voyagé. Ouais, moi j'ai eu la chance de pas mal voyager, donc après nos 3 mois, on a pris du temps pour voyager et on s'est dit, bah, on essaye de faire tous les points marquants du sud du Pérou où on était. Contrairement aux États-Unis, les lignes de bus, c'est pas trop ça. Nous, bah, déjà quand on est arrivé, on avait fait déjà les 12 heures d'avion et ensuite on a fait 17 heures de bus pour arriver jusque dans notre assaut. Donc ça, c'est des bus un peu couchettes, mais c'est quand même long au bout de 17 heures. Puis c'est de la route de montagne, donc c'était spécial. Et après, à chaque fois qu'on voulait visiter quelque chose, c'était à au moins 8 heures de bus. Ouais. Donc c'était prendre le bus, arriver là-bas, visiter. Mais j'ai pu voir des choses dingues. On a fait un trek de 4 jours pour monter au Machu Picchu. Donc c'est 100 km à pied répartis sur 4 jours. Donc voir une des 7 merveilles du monde, c'était génial. On a fait les lignes de Nazca dans le désert. On a pu prendre un avion pour les survoler. Et aussi le lac Titicaca, qui est le lac navigable le plus haut du monde. Et aussi pour finir, on a fait le deuxième canyon le plus profond du monde après le Grand Canyon. Donc voilà, une journée pour descendre, une journée pour remonter. Donc avoir des condors, c'est quand même assez sympa. Excuse-moi, tu parlais de transport et c'est vrai que moi ça m'a fait rire parce que, enfin rire, c'est une petite anecdote. À Zanzibar, on prend souvent des motobikes. D'ailleurs, c'est assez dangereux, il faut faire attention, porter des casques. Et il faut pas être trop assis sur les motobikes, il faut être 2. Et aussi, il y avait des boda-boda et c'était donc des mini-bus. Et le but, c'est de mettre le plus de personnes à l'intérieur. Et vous pouvez vous retrouver avec des poules, etc. Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas. Donc en gros, il faut courir pour prendre le bus et réussir à monter dedans. Et quand vous avez des valises, vous voyez vraiment les gens jeter les choses dans le bus. Du coup, voilà, à faire si jamais vous partez. Ouais, j'ai vu ça aussi en Afrique du Sud. En fait, c'est des minibus, je pense que ça doit être à peu près la même chose. Et en fait, ils s'arrêtent jamais. En fait, quand ils s'arrêtent, c'est un feu. Et du coup, les gens, ils comprennent. Du coup, à chaque fois, à chaque feu, la porte elle s'ouvre et qui peut monter monte et qui peut descendre descend. Mais c'est un peu fait comme ça, quoi. Et ça, c'est assez. Pour moi, ça m'a. Enfin, après, voilà, maintenant, on a tous les Uber, Bolt, on a toutes les différentes compagnies de taxi qui nous permettent de voyager. Mais dans Cape Town même, prendre le bus, prendre le métro et prendre du coup ces petits fourgonnettes, c'est assez dangereux, malheureusement. C'est réservé aux personnes noires et les blancs sont vraiment pas invités. C'est dur de dire ça, mais c'est une triste réalité qui peut engendrer certains problèmes sur place. Moi, du coup, je me suis pas du tout... on m'avait prévenu, mais voilà, c'est à savoir quand on a envie d'aller à Cape Town, en tout cas. Et du coup, voilà, par rapport au transport, tu faisais comment? Toi, du coup, tu étais directement sur l'université? Ouais, j'étais directement sur l'université. Il y a un bus qui fait le tour de l'université. Si jamais on est par exemple au nord et qu'on a le cours en bas, il y a un bus qui passe assez régulièrement pour ramasser tout le monde. Mais moi, j'étais pas très loin, j'avais seulement 10 minutes de marche à faire le matin. C'est quand même une grande université, du coup. Oui. À un moment donné, un week-end, j'avais du temps libre, je me suis dit, tiens, je vais aller du sud au nord. Et ça m'a pris 1 heure à faire à peu près. Ah oui. C'était grand. C'est une ville en fait. Ouais, oui. En fait, ma ville, c'était surtout l'université. Il y avait quelques maisons aux alentours, mais c'était surtout l'université. Mais oui, parce que le bus était gratuit, mais moi je voulais marcher un petit peu et tout ça, donc ça me faisait du bien le matin de vider ma tête et être prêt pour les cours. Ok. Moi, ça m'intéresse vachement là ce que tu racontes parce que je pars en expat pour ma 3e année de bachelor business administration et du coup j'aimerais savoir, par exemple, je sais pas trop comment ça se passe dans les classes. Est-ce que vous avez été mélangé du coup au reste de la population du coup locale ou comment ça s'est passé? Eh bien, c'était en fonction des classes, on va dire. C'était
Moi, j'avais 4 classes différentes. Donc, il y avait une classe où j'étais avec quelques internationaux, mais genre 2-3. Il y avait des classes où j'étais le seul international. Donc, c'était plus compliqué pour s'adapter un peu. Mais ça va dépendre des classes. Je sais que mon coloc français, lui, il avait vraiment pas mal d'internationaux dans sa classe. Et après, il y avait une classe plus grande. Mais moi, dans ma classe, on était, on va dire, une vingtaine. Et par exemple, des fois, on était un ou deux internationaux. Mais voilà. C'était Et surtout les ça. choix, du coup, enfin les classes, elles se font par rapport à des choix de cours en fait que Ouais, toi c'est tu ça. fais en Ouais, préalable. en fonction de. Tu fais une liste de choix d'études, en Oui. fait. Et tu peux choisir plein de cours. Ok. Et après, dans ces cours-là, tu te trouves avec une classe et tu changes de classe à chaque fois. Et des fois, il y a des gens que tu as dans plusieurs classes en même temps, mais Ok. bon, c'est plus facile pour créer des liens après. Mais voilà. Du coup, le nombre de personnes varie vachement non, entre les cours. Ouais, Ok. on avait un cours qui était. On devait être 13, 15 à peu près. Et il y avait un cours où on était 20, 30 à peu près. Il y avait quand même une belle différence quand Ouais. on voulait faire des travaux de groupe par exemple. C'était plus compliqué. Mais, mais voilà, ça se faisait, ça s'est bien passé. Voilà. Ça, c'est une grosse différence par rapport à Excelia. Ouais. Bah, du coup, on choisit quand même, si on veut avoir une portée vers l'étranger, on choisit le bachelor BBA ou si ou le bébé. Mais il n'y a quand même pas le choix des cours qui, je pense, serait peut-être une bonne idée. Et qui n'est pas encore arrivé, je pense, dans les pays occidentaux, enfin en tout cas en Europe. Mais je trouve que le choix de décider complètement de ce qu'on veut faire, ça permet déjà de se spécialiser complètement Je suis d'accord. et d'attendre la 4e année pour faire un choix. Je trouve ça peut-être un peu dommage. Mais bon, on ne sait pas ce que le futur nous réserve. Et du coup, par rapport au transport, merci. Et vous, la vie, du coup, là-bas, du coup, vous m'avez dit que bon, ça allait, vous êtes quand même bien intégré dans la vie, etc. Mais est-ce que vous êtes fait vraiment de vraies relations, enfin, le pêcheur, mais Le de pêcheur. vraies relations, enfin, où vous restez en contact même maintenant? Typiquement, moi j'ai rencontré un coiffeur en visitant un orphelinat. Donc c'est quelqu'un qui venait coiffer gratuitement tous les enfants de l'orphelinat. Parce que lui à la base était issu de l'orphelinat et du coup bah, il revenait à chaque fois couper les cheveux des enfants. Il avait fait pas mal d'études à Lima pour devenir coiffeur. Et là, bah, typiquement, il m'a envoyé un message il y a 3 semaines pour savoir, bah, pour venir travailler en France ou même étudier en France, comment il pouvait faire. Et c'est vrai que je suis toujours en contact avec lui, il s'appelait André. Et du coup, bah, tous les mois, il venait pour nous couper les cheveux aussi. Il dit, bah, je viens dans l'assaut, vous aussi, je vous coupe les cheveux. Donc c'était assez rigolo. Et c'est vrai que je suis toujours en contact avec lui. Du coup, bah, Merlin et Raphaël, avec qui je suis parti, sont toujours en contact avec lui. Donc c'est assez rigolo. C'était une rencontre qui n'était pas prévue à la base. On l'a rencontré une fois. Puis il nous a dit, ah, bah, venez à tel endroit, on se voit. Donc on s'est vu après 2-3 fois, même en dehors de l'association. Donc quand même très sympa. Et les personnes de l'asso, t'as gardé un contact Ouais, avec bien eux? sûr. Bah déjà, il y a une page Facebook où on peut retrouver toutes les missions de l'association, donc c'est Mouna Iwazi. Et donc vraiment, on peut retrouver tout ce qu'ils font. Donc on voit l'avancée depuis qu'on est parti, certaines choses qu'on a aidé à construire qui ont été terminées. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. Et tous les gens de l'asso qu'on avait rencontrés, on est toujours en contact avec eux. Linda qui gérait l'association, on parle assez souvent sur Instagram, prendre des nouvelles. Et je trouve ça vraiment cool de rester en contact, garder ce lien, même si on est à l'autre bout du monde, Ouais. c'est super important. C'est vrai que c'est assez nouveau parce que il y a 50 ans, ils ne pouvaient pas faire ça. Et c'est, par exemple, moi, quand j'en parle avec mes grands-parents, mes parents, c'est une vraie chance, en fait, là, ce qu'on a de pouvoir voyager autant, que ce soit une expatriation ou une mission humanitaire. Ça permet du coup de s'ouvrir au monde, de rencontrer de nouvelles cultures et de savoir la véritable chose qu'on veut faire dans notre vie. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui étaient un peu bridées avant, qui ne pouvaient pas du coup vivre autant d'expériences qu'on vit de nos jours et qui auraient fait tout autre chose si elles auraient eu la même chance que nous.
c'est ça qui est super beau. Et toi, Jade, du coup Oui, j'ai gardé quelques contacts, donc avec le pêcheur, voilà, qui reste dans mon cœur. Aussi avec un cuistot que j'avais rencontré, donc qui s'appelait Andrew. Et donc il tenait un restaurant et aussi donc il faisait à manger et après il allait dans des orphelinats et il donnait la nourriture. Je l'ai aidé quelques fois et on garde contact sur WhatsApp. Et aussi un guide que j'avais rencontré, on est souvent en contact. Il aimerait bien venir en France pour étudier également. Et voilà aussi les motobikes. Il y en a un qui s'appelait Pépé. Voilà. on discute souvent et c'est bien aussi d'avoir des nouvelles et de voir comment ils vont depuis qu'on est parti parce que pour le coup, moi j'ai vécu 3 mois avec eux et donc on s'accroche. Voilà. Donc, ouais. C'est vrai. Et toi, avec les étudiants, Tom, t'as gardé des contacts? Ouais, j'ai gardé quelques contacts, notamment avec mon collègue français qui habitait à Bordeaux, donc c'est pas très loin, donc on est toujours en contact. Et quelques étudiants américains avec qui j'ai bien sympathisé durant mes cours et devant mes activités en dehors des cours. Et on s'était dit que si un jour ils venaient en France, on essaierait de se voir et de rattraper le temps qu'on avait perdu depuis que je suis parti. Mais voilà, quelques liens. Ok. Ben, moi, pour ma part, en fait, la première partie de ma mission, je me suis vachement concentré au fait de m'intégrer, en fait, clairement, à la vie en Afrique du Sud. Puis après, il y a un ami à moi qui est venu aussi pour une mission, mais qui était plus un stage dans une warehouse, où du coup, il était plus ou moins concierge et devait accueillir des étrangers, leur faire visiter la ville, etc. et tout. Et avant lui, je traînais vraiment qu'avec des locaux, avec des Afrikaans ou même des personnes de l'assaut. Et après, lui, il était déjà sur un groupe Facebook avec les Français de Cape Town, etc. Où du coup, il y avait tous les Français qui se rejoignaient tous les 2 jours dans un bar à un. Et du coup, je suis allé avec lui. Et pour moi, enfin, ça n'existait pas en fait. C'est pas possible qu'il y ait autant de jeunes de notre âge qui étaient là pour, que ce soit pour un stage ou une mission humanitaire comme nous, etc. Et que j'ai découvert la dernière semaine, alors que bon, on aurait pu se voir bien plus, mais je regrette pas du tout ça parce que je pense que quand on va faire un stage comme ça, une mission militaire comme ça à l'étranger, c'est super important de s'insérer vraiment dans la vie du pays et pas rester entre Français dans un pays étranger, sinon ça fait plus vacances, je pense. Et voilà, on va arriver, je pense, au mot de la fin. Merci à tous d'avoir été là et d'avoir pu témoigner de vos expériences. Du coup, si je peux terminer, après cette expérience, on en a déjà un peu parlé, mais quel impact elle aura par rapport à votre vie future? Pour ma part, ça m'a vraiment certifié que je voulais vivre à l'étranger. Et voilà. Mais c'est aussi, ça m'a donné l'opportunité d'apprendre plein de choses sur moi-même, sur comment m'adapter et tout ça. J'ai aussi appris beaucoup de choses par rapport à mes cours, qui m'ont aidé pour mes cours à Excelia, mais aussi dans ma vie perso. Et ça m'a vraiment bien aidé, ça m'a bien changé aussi par rapport à comment je suis parti aussi. Toi, moi pareil, je souhaiterais vivre à l'étranger donc après et ça m'a vraiment changé cette expérience et je me suis je pense que je suis plus autonome et je redescends un petit peu plus vite aussi sur terre quand parfois on peut s'énerver pour des choses futiles, on repense à ce qu'on a vécu et se dire qu'on a beaucoup de chance et comme je disais, ça a changé ma vision de voir ma carrière professionnelle. Donc ça a été très bénéfique et je suis très heureuse d'avoir fait ça. Et toi, Ashley? Moi, ça me donne encore plus envie de découvrir le monde, partir à droite, à gauche, que ce soit pour des échanges scolaires ou même pour le travail plus tard, découvrir autre chose et découvrir d'autres cultures, d'autres personnes. Et c'est une ouverture qui est géniale et franchement, il faut foncer. Et si on peut avoir l'occasion comme ça dans notre cursus de pouvoir faire expat ou une mission humanité, c'est juste génial, donc foncez. Et moi, si je pourrais rajouter du coup pour ce mot de la fin, s'il y avait vraiment un conseil, je pense que du coup c'est vraiment bien le préparer avec une bonne organisation et après pas partir sur des préjugés parce qu'on en connaît beaucoup dans la vie de tous les jours. On entend beaucoup des choses qui ne sont pas en vrai très réelles sur place.
Voilà, de la préparation, penser beaucoup à soi en fait à travers cette expérience et s'ouvrir aux autres. Je pense que c'est le mot qui caractérise un peu tout, toutes ces expériences qui nous sont du coup offertes actuellement par Excelia et qu'on remercie par la même occasion. Et voilà, merci de nous avoir écoutés en tout cas pour ce live. Merci pour les interactions et à une fois prochaine.